Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, le président burundais est rentré ce dimanche d'un voyage de 3 jours en République unie de Tanzanie. À son arrivée, le président de la République du Burundi a déclaré apprécier positivement la mise en œuvre des accords déjà signés. Vous suivrez également à la page économie l'accès au crédit bancaire qui reste l'un des obstacles au développement de la femme rurale. Et en actualité internationale, nous vous parlerons d'un coup d'État militaire au Soudan. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Retour ce dimanche du président de la République du Burundi d'un voyage de 3 jours qu'il a effectué en République unie de Tanzanie. À son arrivée à l'aéroport international Melchior Ndadaye, Évariste Ndayishimiye a indiqué être satisfait de l'état des lieux de la coopération entre les deux pays. Il apprécie positivement la mise en œuvre des accords déjà signés. Suivez-le. J'ai été satisfait du fait que maintenant les opérateurs économiques burundais commencent à voir clair pour exporter leur savoir-faire. Cette usine va nous avantager parce que effectivement nous aurons l'occasion aussi de gagner pécuniairement et aussi au niveau de la matière première parce que là-bas ils ont la matière première facile à exploiter. Après de demain, et nous nous sommes rendus à Zanzibar, nous sommes entretenus avec le président de Zanzibar qui lui aussi a apprécié positivement l'état d'avancement du Burundi dans le domaine de développement et a promis que les opérateurs économiques de Zanzibar peuvent eux aussi venir investir au Burundi. On a pu visiter les réalisations de certaines sociétés et nous avons visité un site qui vraiment nous a surpris parce qu'ils sont en train de construire comme dans des pays développés. C'est un projet de construction des appartements et aussi des villas sur l'océan Indien. Et nous les avons sollicités pour venir aussi investir aux côtés du lac Tanganyika, qui est un lac qui est aussi merveilleux. Donc, ils m'ont promis qu'une fois invités, ils vont venir explorer, voir dans quel domaine ils peuvent investir. Après cela, nous avons pu visiter l'état d'avancement de la mise en œuvre du chemin de fer qui va partir de Dar es Salaam jusqu'à Uvinza, Musongati, Gitega. Pour première phase, deuxième phase, ça sera Gitega, Bujumbura, Uvira jusqu'à Kindu. Alors, la première phase est déjà en avance parce qu'on a déjà terminé les études. Nous sommes à l'étape de mobilisation des financements et aussi cela, ça promet parce que le ministre des Finances du Burundi et celui de la Tanzanie sont en train de collaborer pour pouvoir exécuter ce projet qui va nous permettre de faciliter les échanges commerciaux entre le Burundi et la Tanzanie, mais aussi ça va faciliter d'exporter nos matières premières ou des produits qui seront produits au Burundi. Il y a encore des obstacles de développement de la femme rurale, comme l'accès au crédit bancaire. Cela a été dit par l'experte lors de l'atelier de formation des membres des associations des femmes parlementaires du Burundi. La présidente de cette association a indiqué qu'elles vont sensibiliser les femmes rurales à jouer un rôle dans le développement. Arthur Kavabushi. Selon Kare Kinyana, Ginette, experte qui a fait un exposé dans cet atelier, il y a encore des obstacles pour que la femme rurale puisse être autonome économiquement, comme l'accès au crédit bancaire. J'ai essayé de montrer aux femmes parlementaires les freins et les défis auxquels la femme est confrontée économiquement, l'accès au crédit, l'accès au financement. Il n'y a pas de budget. Et le budget sensible à la femme,
Je ne dis pas les budgets sensibles au genre, je dis les budgets sensibles à l'autonomisation de la femme. Il y a ce problème d'argent, il y a ce problème d'employabilité. Cela étant, cette experte trouve qu'il y a des solutions envisageables, comme le fait de ne pas exiger d'hypothèque à la femme pour accéder au crédit bancaire. J'ai formulé des recommandations. D'abord, de surveiller dans le budget de l'État dans quelle mesure ces budgets sont sensibles à la femme, à l'autonomisation. J'ai prôné aussi la création des coopératives exclusivement femmes. Sur plus de 6 000 sociétés coopératives enregistrées par la NACOP, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là-bas, mais on n'est pas capable de dire parmi les 6 000 combien de coopératives féminines sont enregistrées par la NACOP. Nous avons recommandé une négociation avec le système bancaire pour que la femme puisse accéder au crédit sans hypothèque. Comme on a parfois, il y a des cautions solidaires, il y a des crédits solidaires au niveau de certaines microfinances, mais sans exiger d'hypothèque. La présidente de l'Association des femmes parlementaires du Burundi, Patricie Ndouimana, indique qu'elles vont approcher la femme rurale pour la sensibiliser. En tant que les membres de l'Association des femmes parlementaires du Burundi, notre rôle est d'approcher les femmes rurales pour qu'elles puissent avancer le pas dans le développement. Cet atelier qui a regroupé les femmes parlementaires sur l'autonomisation de la femme rurale va réunir ce mardi les femmes sénatrices sur les droits de l'homme. Les graines de maïs collectées par l'État sont en vente à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire Anagesa à 970 francs par kilogramme. Annonce faite ce lundi par le secrétaire permanent du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Dans un point de presse, Emmanuel Ndorimana précise que les communes ont l'obligation de punir les spéculateurs. Moïse Misago. 14 000 tonnes de grains de maïs ont été collectées depuis avril de cette année dans tout le pays. Ces grains de maïs ont été stockés dans les hangars des communes. Le prix fixé à la vente est de 970 francs par kilogramme. Emmanuel Ndorimana, secrétaire permanent au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, précise que tout acheteur doit payer à la banque ou dans une microfinance le montant équivalent à la quantité voulue. Après la campagne d'achat et de collecte du maïs, le gouvernement vieille Ngozi voudrait porter à la connaissance du public qu'il veut procéder à la remise sur le marché de cette production afin que la population puisse s'approvisionner selon leurs besoins. Il faut payer au niveau des banques ou des institutions de microfinance suivantes un montant équivalent à la quantité voulue. À la BRB, à la BCB, à la Bankobo, à l'Ecobank, BGF, Interbank, Finibank, Fenacobo et la Poste. Toute personne a le droit de s'approvisionner du maïs dans n'importe quelle commune pourvu qu'il y ait le surplus. Et on a déjà commencé la vente dans tous les stocks de la Nadjessa, surtout dans toutes les communes. On a déjà commencé. C'est-à-dire que chaque personne, chaque Burundais ou commerçant qui veut s'approvisionner en maïs gras peut approcher les stocks de la Nadjessa. Au niveau de chaque commune, ils sont tentés de voir comment la quantité qui peut suffire la commune et dégager le surplus. C'est ça, c'est ce surplus qui sera transporté dans d'autres communes. C'est-à-dire que chaque commerçant qui veut acheter une quantité de maïs pour une autre commune, ils peuvent s'approcher au stock de la Nadjessa. Au marché ou à la boutique, le prix des grains de maïs sec ne doit pas dépasser 1080 francs, un prix fixé par le gouvernement. Le cas contraire, l'administration communale a l'obligation de punir des spéculateurs, prévient Emmanuel Ndorimana, secrétaire permanent au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Et on est en train de vendre ce maïs au niveau des communes. Et là, les communes sont bien organisées pour sanctionner toute personne qui n'est hors de la loi. Pour cette question, je réponds simplement que la commune est bien outillée pour punir
ces gens qui spéculent. L'acheteur de ces grains de maïs doit payer la taxe communale de 10 francs par kilogramme de maïs et cette taxe est sanctionnée par une quittance reçue de la part d'un agent percepteur de la commune. Les déplacés, suite aux inondations du site Kinyinya 2, c'est en zone Gatumba, demandent à être assistés en nouveaux abris. C'est au moment où ils disent ne pas dormir quand il pleut, suite à l'usure de leurs abris. Les gestionnaires du site disent qu'ils ont déjà soumis la doléance plutôt aux autorités hiérarchiques. Reportage d'Armel Montore. Ce sont certains des déplacés rassemblés au site Kinyinya 2 en zone Gatumba suite aux inondations survenues dans cette zone. Ils tentent de réhabiliter leurs abris en bâche, détruits suite à la pluie couplée de vent tombée la nuit de ce dimanche à lundi. Ils disent que ces bâches sont usées et ne sont plus adaptées et qu'ils ne parviennent pas à dormir la nuit quand il pleut. La nuit d'hier, le ciel est devenu nuageux et il faisait très froid. Et un vent violent est survenu. On s'est levé pour tirer la bâche pour qu'elle ne puisse pas être emportée par le vent. Après, la pluie est tombée. Ces bâches sont devenues comme des draps. Elles sont perméables à l'eau avec l'usure. Ces bâches ont une durée de vie de 6 mois, mais elles viennent de passer environ 2 ans. Quand la pluie tombe, nous sommes obligés de nous lever et rester debout, même pour nous qui avons des bébés. Ces déplacés demandent à l'État et à d'autres bienfaiteurs de leur venir en aide. Nous demandons qu'on nous fasse quitter cet endroit et qu'on nous cherche une autre place digne à des êtres humains. Depuis 2016, nous vivons dans des sites. Nous ne sommes pas libres. Nous demandons à l'État de nous faire quitter cet endroit parce que c'est vraiment invivable. Les gestionnaires de ce site disent qu'ils ont déjà soumis la question aux autorités hiérarchiques. Ihorimbere Rigan est l'un d'entre eux. Le problème majeur que rencontrent les gens de ce site, c'est le manque de bâches ou de tentes, surtout en cette période de pluie. Par exemple, ce matin, les gens se sont levés pour sécher leurs affaires, mouillées pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand besoin. L'administration de la zone Gatumba avait donné rendez-vous pour une réunion avec ses déplacés du site Kinyinya 2 le soir de ce lundi. Et en actualité internationale, un coup d'État militaire au Soudan, ce 25 octobre. Un chaos règne actuellement dans ce pays après des semaines de tensions entre militaires et civils. L'armée soudanaise a arrêté les dirigeants civils ainsi que le Premier ministre qui a été amené dans un lieu non encore identifié. Images et commentaires. Au Soudan, des hommes armés non identifiés ont arrêté tôt ce matin plusieurs dirigeants à leur domicile. Selon le communiqué du ministère soudanais de l'Information, des membres civils du Conseil de la souveraineté qui chapeautent la transition et la plupart des ministres ont été emmenés vers une destination inconnue par des forces militaires. L'Internet a été coupé dans tout le pays, tandis que des manifestants se rassemblent dans les rues pour protester contre ces arrestations, mettant le feu à des pneus. Ces événements interviennent après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition dans ce pays d'Afrique de l'Est. Il y a 2 jours seulement, une faction soudanaise appelait un transfert du pouvoir vers un régime civil et avait mis en garde contre un coup d'État rampant. L'Association des professionnels, l'un des fers de lance de la révolte qui a mis fin en 2019 à 30 ans de dictature du président Omar el-Béchir, vient d'appeler les Soudanais à la désobéissance face à ce coup d'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.